Salut à tous. Alors aujourd'hui, je me trouve sur le site archéologique de la villa gallo-romaine de Montcarré, qui se trouve en Dordogne, et je vais vous la faire visiter. On va d'abord commencer par une vue globale du site. La villa a été édifiée dès le 1er siècle après Jésus-Christ, puis elle a été occupée comme telle jusqu'au 5e siècle, et enfin, au Moyen Âge, des moines bénédictins bâtissent une église romane qui prend appui sur ce palais antique, alors abandonné. L'essentiel des fouilles ont été menées entre 1922 et 1939 par Pierre Martial Tauziac sous la direction de l'architecte en chef des monuments historiques Jules Formiger. Dans cette vidéo, nous découvrirons des mosaïques, des vestiges antiques et bien sûr ses thermes privés. Commençons donc par cette salle à manger. Autrefois, le rang de propriétaire s'évaluait aux dimensions mais aussi au confort et à la décoration de la villa. La salle à manger de Montcarré comprend de belles mosaïques colorées aux motifs d'écailles de poisson et peltes. Ce sont des boucliers en forme de croissant. Nous avons aussi des mosaïques en forme de coussins à fleurons. La première mosaïque fut découverte par hasard en 1827, lors de travaux pour un lavoir. Les autres ont été dégagées lors des fouilles de 1923 à 1924, puis restaurées et ponctuellement complétées. Ici, le pavement se compose de 5 riches tapis à décor couvrant. On retrouve 4 tapis symétriques qui encadrent un tapis central carré orné de peltes et bordé d'une tresse. Nous avons aussi un panneau de feuilles de laurier avec une rosace au centre qui marque le seuil des absidioles. Aux murs sont présentées des mosaïques provenant du vestibule ainsi qu'un pavement décoré de peltes issus de la salle qui s'étendait vers le nord. C'est la salle de réception d'hiver. Ce site archéologique est parfait pour une petite pause entre Saint-Émilion et Bergerac. Mais cette villa était aussi une salle à manger moderne et confortable. Cette salle en forme de croix, dite cruciforme ou polylobée, se devait être à la hauteur de la richesse et du confort de cette grande villa de Montcarré. Nous pouvons d'ailleurs retrouver dans cette même salle 2 sépultures médiévales qui sont aujourd'hui encore habitées. Pour en revenir à notre confort, la salle de réception voisine disposait d'un système élaboré de chauffage par le sol nommé hypocauste. Voici un exemple de ce dispositif de chauffage. Dispositif qui diffusait de l'air chaud circulant sous une dalle nommée suspensura. Et cette dalle reposait sur des pilettes qui sont formées par un empilement de briques de terre cuite. On retrouve dans les parois des murs des conduits nommés tubuli qui permettaient à l'air chaud de circuler. Ce système permettait aussi de cuisiner des mets délicats et rares, par exemple, faisant la fierté des cuisiniers, tels les rognons et tétines de truies arrosées de vin mielé, qui étaient servis aux hôtes de marque et qui en appréciaient la préparation. Témoignant de l'importance de la villa, sa salle à manger chauffée est décorée et se déploie sur 55 mètres carrés. Elle communiquait à l'est par 2 portes larges de 1,26 m, avec la grande salle de réception assez vaste, près de 330 mètres carrés. Dans chacune des 3 alvéoles, 5 convives pouvaient prendre place, soit 15 au total. À la fin du IIIe siècle, ces banquettes en demi-cercle, nommées stibadia, se généralisent. Hommes, femmes et enfants participent couchés à des banquets. Dès l'entrée, les hôtes étaient accueillis dans des pièces destinées aux festivités et à la réception. Après le vestibule se déployait la grande salle de réception, donc la salle à manger, ou nommée aussi triclinium, et une probable salle de réception d'hiver au nord, qui est encore sous la route et non fouillée. L'observation des fondations révèle 2 états successifs de cette salle de réception, qui a été agrandie entre le IVe et le Ve siècle. C'est en gros les périodes d'apogée de la villa.
Elle passe sous l'église. La première salle de 160 mètres carrés disposait déjà d'une abside. Son extension élargit l'espace vers le sud et la Dordogne, renforçant le prestige de cette demeure aristocrate rurale. Il y a encore des choses à découvrir ici. Mais par contre, elles sont sous la route ou sous l'église. En fait, l'église a été construite par-dessus ce site archéologique. Donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas accéder à tout. D'autant que la villa s'étend. Et après, on a tous les domaines privés. Toutes les constructions récentes qui ont été probablement réalisées après que les moines bénédictins ont mis en place cette église. Donc on ne peut pas fouiller davantage pour l'instant. Nous avons aussi, pour la partie extérieure, les péristyles et les jardins, donc qui sont au cœur de la villa. Quatre galeries couvertes sont soutenues par des colonnades qui composaient justement le péristyle. Les proportions par contre demeurent quant à elles méconnues car l'aile nord n'a pu être fouillée. Il entourait un jardin d'agrément occulté par les routes et l'église romane. Au cœur de la villa, ce jardin verdoyant disposait d'allées bordées, de bassins et de statues. Je vous mets un petit exemple pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. L'exemple est bien sûr repris d'une villa de Pompéi, enfin une reconstitution numérique d'une villa de Pompéi. Ces galeries larges de 3,20 mètres distribuaient les espaces vers les pièces privées, d'habitation et la zone thermale. Les éléments de mosaïque restituent l'emplacement de l'aile est du péristyle et un stylobate, donc c'est un soubrassement portant un rang de colonnes qui atteste sa position. Toujours une petite pensée pour vous dévoiler le style de mosaïque ici à Montcarré. Et si on s'intéressait maintenant à la zone thermale? Donc c'est un espace qui est dédié aux soins du corps, et à cette époque-là, les thermes occupaient une place importante dans les villas gallo-romaines. En bordure du logis principal, la zone comprenait un apoditorium, donc c'est un vestiaire, et plusieurs bains. Le frigidarium, donc c'est un bain froid, le tepidarium, un bain tiède, et le caldarium, donc un bain chaud atteignant parfois jusqu'à 60 degrés, grâce à un savant système de chauffage par le sol, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Au cas où, si vous ne vous en rappelez pas, le système était hypocauste. Il pouvait aussi y avoir la natatio, donc une piscine à l'air libre, et une palestre, donc c'est un cours où pratiquer des exercices physiques avant le bain. L'accès au bain est facilité par une marche qui permet de s'asseoir. Des carreaux de terre cuite assurent une bonne étanchéité et l'eau circule par des caniveaux. Seule une partie des thermes de la villa de Montcarré est aujourd'hui découverte. Ici, le bain froid aux mosaïques à motifs marins, qui sont assez rares pour la région, qui est l'unique décor figuré sur le site. Toujours enfui, le reste des thermes se trouve vers l'est, notamment sous la route. Et c'est bien sûr pour cela que je ne vous montre que la partie visible. Sur ce schéma, vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai cité, avec le bain froid,
le bain tiède, le bain chaud, et tout en bas, le système dit hypocauste. L'espace environnant mêle ici vestiges et pierres tombales. Celle-ci rappelle que le cimetière de Montcarré entourait l'église avant d'être déplacé en 1921, ce qui a permis des fouilles archéologiques. Ces éléments lapidaires sont issus de la canalisation de la villa, située en balcon de la vallée de la Dordogne. Elle orientait les eaux en bas de coteau. Encore quelques petites vues des mosaïques et de la villa avant de s'attaquer à la partie musée. Les fouilles ont mis au jour plusieurs objets de la vie quotidienne, haches, bifaces, qui témoignent d'une occupation du site avant l'époque gallo-romaine, dès le néolithique, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les pessonnes retrouvées à l'est de la villa prouvent l'existence d'activités textiles. En terre cuite du néolithique, ils permettent de garder les fils tendus sur les métiers à tisser verticaux. D'autres objets ont été retrouvés à Montcarré. Des bols destinés au repas, coquilles d'huîtres, fragments d'architecture, qui témoignent d'une villa qui prospère à l'Antiquité tardive, avec ses banquets et son attention au décor. Au fil du temps, la villa acquiert une double fonction. Riche résidence aristocratique d'une part, exploitation agricole de l'autre. Elle devient aussi un centre de redevance fiscale, mais elle décline après la fin de l'Empire romain, en 476 après Jésus-Christ, les invasions barbares et l'occupation wisigothe. Au Haut Moyen-Âge, la première église s'élève sur les fondations gallo-romaines et réutilise certains décors, colonnes et chapiteaux. Le nom de Mont Caretus apparaît en 1081 dans la charte des moines bénédictins qui crée le bourg. Autour de l'église, comme on a pu le voir, un sanctuaire chrétien s'implante, puis le cimetière communal, qui, comme je l'ai dit, déménage en 1921 pour permettre les fouilles. Les nombreuses cruches s'apparentent à des vases funéraires. Elles relèvent du XIIe au XVe siècle, la nécropole ayant servi pendant des siècles. Puis enfin, une zone d'immunation sacrée pour nouveau-nés, aux sépultures placées dans les tuiles Flatières, qui a été découverte entre 1929 et 1936. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Petit bonus, on va dire, en toute fin de vidéo, où vous pourrez voir tout le résumé des mots que j'ai employés et ce qu'on a pu voir ensemble. Prenez soin de vous.